C'est moi qui vais assurer le séminaire et finalement c'est bien, c'était l'occasion pour moi de refaire un petit peu le point sur des travaux qu'on a commencé dans ce laboratoire avec Didier Raoult, avec Gérard Abondaran, avec d'autres personnes et plusieurs étudiants depuis quasiment une vingtaine d'années. Je donnerai la présentation en français, sorry for Niels, but the slide will be in English. Et donc ça me permet de faire un petit peu le point de tout ce que l'on a fait depuis maintenant de nombreuses années dans le domaine que l'on appelle la paléomicrobiologie, qui est finalement ni plus ni moins que de faire du diagnostic de maladies infectieuses. Simplement, au lieu de faire le diagnostic de maladies infectieuses sur un patient vivant en face de vous, nous faisons le diagnostic d'une maladie infectieuse sur des restes, sur des squelettes. Et c'est ce que je veux vous présenter sur un exemple qui est celui sur lequel nous avons commencé à travailler avec Didier Raoult, qui est l'exemple de la peste. Et donc, je vais vous montrer la progression des travaux qu'on a réalisés, les questions que ça a posées de différentes natures, et puis le point où on en est. Et donc, on va essayer de voyager ensemble pendant une petite heure à travers l'espace et à travers le temps dans le bassin méditerranéen. L'histoire commence en réalité en 1894, et en 1894, eh bien, survient une épidémie à Hong Kong, dans le sud-est asiatique. Et cette épidémie à Hong Kong est de façon évidente une épidémie de peste, parce que se présentent dans les cliniques, dans les hôpitaux, des dizaines de personnes qui présentent cette lésion. Cette lésion, vous voyez, comme on dirait à Marseille, c'est bouffigue à la racine du membre inférieur droit. Ces bouffiges, ce sont en réalité des ganglions lymphatiques. Ce sont des ganglions lymphatiques très inflammatoires, très douloureux pour le patient. Et ces caractéristiques cliniques uniques font en sorte qu'on ne peut pas se tromper. Lorsqu'il y a plusieurs patients qui se présentent avec des ganglions lymphatiques très inflammatoires, très douloureux, cela signe de façon incontestable une épidémie de peste. Ce ganglion très inflammatoire, très douloureux, s'appelle un bubon, et donc cette forme particulière de la peste s'appelle la peste bubonique. Et il n'y a pas en fait de diagnostic différentiel. Encore une fois, une épidémie de bubon, ça ne peut être que la peste. Il n'y a pratiquement aucune autre maladie connue chez l'homme est capable de donner des ganglions lymphatiques douloureux chez plusieurs personnes en même temps. Caractère épidémique, bien entendu. Donc peste bubonique, et donc tout le monde à Hong Kong en 1894 sait qu'il s'agit de la peste. Donc quelqu'un en particulier sait qu'il s'agit de la peste. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur en 1894, vous voyez que ça rappelle des histoires contemporaines, à son institut, qui porte son nom, l'Institut Louis Pasteur, qui vient de faire construire, grâce à une souscription publique en partie et au soutien du gouvernement français. Et donc Louis Pasteur sait qu'il y a une épidémie de peste incontestablement à Hong Kong, mais en 1894, personne n'a encore découvert le microbe responsable de la peste. Le challenge, ça va être de trouver le microbe responsable de la peste. Et que fait Louis Pasteur? Eh bien, il envoie cette personne un peu improbable, Alexandre Yersin, qui, vous voyez, est décédé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il va envoyer son élève Alexandre Yersin, avec lequel il ne s'entendait plus du tout. Et donc, il va envoyer Alexandre Yersin le plus loin possible, et donc il tire l'opportunité du fait qu'il se passe quelque chose à Hong Kong, c'est-à-dire vraiment aux antipodes de l'Institut Pasteur, rue du Docteur Rousse, à Paris. Il l'envoie au bout du monde en lui disant, bien finalement, tu n'as qu'à trouver, toi, quel est le microbe responsable de la peste. Et bien sûr, c'est ce que va faire Alexandre Yersin, et comme vous le savez, il va y arriver. Vous voyez, il va y arriver dans des conditions extrêmement difficiles. En fait, Alexandre Yersin arrive là-bas en terrain non conquis. Hong Kong, politiquement, est dominé par les Anglais. Il va, bien entendu, avoir aucune aide, naturellement, des Anglais. En réalité, il va être confronté à ses collègues japonais qui vont arriver également pour investiguer la même épidémie. Et il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque. On est en 1894. Bien sûr, l'Empire français vient de subir une défaite, mais on est encore quand même, si vous voulez, dans l'Europe politique d'un empire français et d'un empire allemand. Donc on a notre petit Alexandre Yersin qui débarque à Hong Kong face à des Japonais qui sont bien sûr soutenus par le laboratoire de Robert Koch. Et donc c'est important et intéressant parce que vous allez voir que ce point d'histoire va vous rappeler, pour certains d'entre vous tout au moins, une histoire un petit peu plus récente, une histoire des années 1980, qui est que Alexandre Yersin a peu de moyens. Comme vous le voyez, il va faire construire cette cahute alors que les Japonais arrivent avec un vrai matériel de laboratoire complet, en particulier des études.
Et une des conséquences de ça, c'est que Alexandre Yersin va travailler à la température ambiante, donc quelque part aux alentours de 25 degrés, pour faire simple, à Hong Kong, tandis que les Allemands, eux, avec leurs études, vont travailler à 37 degrés. Ils vont tout essayer de cultiver à 37 degrés. C'est un détail très important qui est très important. Et la deuxième chose, c'est que Alexandre Yersin, n'ayant aucun moyen, soutenu par personne, pour accéder à des prélèvements cliniques, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est soudoyer les garçons de laboratoire, d'amphithéâtre, pour accéder aux cadavres. Et donc sur les cadavres, finalement, la seule chose qu'il va pouvoir prélever de façon évidente, c'est le bubon. Et donc Alexandre Yersin va aller ponctionner les bubons, tandis que les Japonais vont bien entendu prélever du sang, puisqu'il s'agit de peste mortelle, donc de peste septicémique. Donc deux différences importantes pour les microbiologistes. Le prélèvement duquel on part, ganglion, qui est effectivement très riche en inoculum de Yersinia pestis versus le sang qui est beaucoup plus pauvre en inoculum de Yersinia pestis. Et puis deuxième détail important, la température. Les Allemands très équipés cultivent à 37 degrés. Notre Alexandre Yersin, dans sa cahute en paille, cultive comme il peut à 25 degrés. Bingo, c'est lui qui a raison. Le ganglion est beaucoup plus riche que le sang en Yersinia. Yersinia cultive bien mieux à 25 degrés qu'à 37 degrés. Et donc il a gagné. Donc l'histoire plus récente que ça peut rappeler, eh c'est l'histoire de la découverte du virus VIH. C'est exactement un remake d'Alexandre Yersin. Simplement c'est aux États-Unis et en France. C'est à nouveau l'Institut Pasteur et c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. C'est qu'il se trouve de façon absolument improbable et imprévue qu'à Pasteur, effectivement, les gens ont eu un ganglion à travailler pour isoler ce qui était à ce moment-là le LAV, le Lymphotropic Associated Virus, devenu le VIH, alors qu'aux États-Unis, les gens, sachant que c'était un virus lymphotrope, sont allés chercher les lymphocytes dans le sang. Donc vous voyez un peu un remake de la même histoire. Et puis deuxième point qui est intéressant pour nous tous aussi, ensuite c'est la compétition à l'écriture, parce qu'il reste toujours confronté à ces Japonais. Le Japonais va se dépêcher d'envoyer au Lancet un papier en disant « ça y est, j'ai découvert le bacille de la peste ». Alexandre Yersin, lui, va mettre un tout petit peu plus de temps. Il va commencer à communiquer à l'Académie de médecine. Et vous voyez le facsimilé de la communication qu'il fait faire. Hein. Il est à Hong Kong, donc il envoie ces trucs pour que ça soit communiqué, en l'occurrence, par du globe, que d'aucuns d'entre nous connaissent également. Et donc, deuxième étape, le combat pour la publication. Le japonais publie en premier, mais il est rapidement avéré que son concurrent japonais a en réalité isolé pneumocoque, parce que parmi les personnes qui décédaient de peste à Hong Kong en 1894, il y avait aussi des personnes qui mouraient d'autres choses, et en particulier de pneumocoque. Donc, on y est arrivé, en 1894, on a enfin le microbe. Michel, est-ce que tu es en train de dire qu'il faudrait baisser les crédits de la recherche en France pour qu'on ait plus de succès scolaire? Non, je dis pour les jeunes microbiologistes qu'il faut bien réfléchir lorsque l'on veut isoler des microbes à la nature du prélèvement que l'on est en train de travailler, ça n'est pas indifférent, et que deuxièmement, en particulier, d'ailleurs pour les bactériologistes, virologistes et autres, qu'il faut bien réfléchir à la température à laquelle on met ces cultures, et qu'un conseil c'est d'utiliser en fait une gamme de températures. Ça paraît trivial, mais c'est un détail technique qui peut tout changer à la fin. Donc c'était ça le message pour les plus jeunes. Voilà, c'est deux choses qui paraissent des détails, mais qui sont extrêmement importants lorsque l'on a la prétention d'isoler des microbes, éventuellement même des nouveaux microbes. Il ne faut pas hésiter à mettre ces cultures dans une gamme qui peut aller, de mon point de vue, de 20 jusqu'à 40, même d'ailleurs si ça semble impossible, parce que le corps a 37 et ainsi de suite. Mais voilà. Donc toujours est-il que cet Alexandre Yersin a fini par isoler le microbe qui porte maintenant son nom. En réalité, il s'est appelé initialement Pasteurella, et puis même autrement. Enfin, donc aujourd'hui, il est convenu de l'appeler Yersinia pestis, en l'honneur d'Alexandre Yersin. Et donc voilà, c'est un petit bacille. Hein. Chaque petit trait correspond à une bactérie allongée. On appelle donc ça un bacille, coloré en rouge par la coloration de Gram. On appelle ça donc un bacille Gram négatif. Et à droite, chaque petite perle rose correspond à une colonie de Yersinia pestis sur une gélose, c'est-à-dire qu'en gros, dans chaque petite perle, vous avez à peu près 1 million d'individus Yersinia pestis dans une petite perle. Et donc, en réalité, 1894 marque le début
d'une pandémie mondiale de peste. Vous voyez les petites flèches et les petits traits qui vous montrent le fait qu'à partir de Hong Kong, cette bactérie et cette maladie s'est répandue en fait sur la totalité de la planète. Comme c'est figuré, comme on le dit classiquement, la peste utilise les moyens de locomotion que l'homme met à sa disposition. Donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est encore les machines à vapeur, mais du coup ça va plus vite, il y a les trains, il y a les bateaux à vapeur, et du coup la peste va se répandre dans l'ensemble du monde. On parle d'une pandémie, et nous sommes actuellement en 2016 dans la même pandémie, c'est la même phase actuelle de répartition de la peste sur la totalité de la planète. Plus particulièrement à Marseille, cette troisième pandémie de peste, eh bien les derniers cas connus autochtones de peste dans notre région, vous voyez, datent des années 1920. Bon, j'ai fait figurer Georges Clemenceau, qui est quand même l'homme politique de cette époque. Et puis j'ai relevé les morts. Vous voyez, 1903, il y a eu 19 cas, 4 morts, donc ça fait une mortalité de 20% en gros. 1919, 28 cas, 5 morts, c'est pareil, on a voyé une mortalité de 15%. 1920, 51 cas, 15 morts, on remonte un peu là à 30%, mais donc on est dans des mortalités extrêmement élevées, bien entendu, mais enfin qui sont de l'ordre de 20-25%, c'est très très élevé, mais ce ne sont pas les mortalités dont on va parler après, dans des époques un petit peu plus passées. Ces patients, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la ville, vous reconnaissez bien entendu l'entrée, ça se passe très bien, ce pavillon existe toujours actuellement à l'entrée de l'hôpital Salvatore, quand vous descendez le boulevard Sainte-Marguerite à main droite, juste en face de l'Institut Parolier-Calmette, et donc les derniers patients ont été hospitalisés là-bas, et donc avec des mortalités extrêmement élevées, enfin qui ne sont quand même pas des mortalités de 50, 60, 70%. Qu'est-ce qui se passe? C'est le début d'un traitement de la peste qui n'a pas duré très très longtemps, mais quand même qui a peut-être une certaine efficacité. C'est le début des sérothérapies, et on injecte au patient du sérum de cheval, lui-même inoculé avec Yersinia pestis, pour faire des anticorps anti-Yersinia au cheval, et donc on administre de la sérothérapie. Donc ça veut dire que dans ces morts, tous ne sont pas morts de peste, certains sont morts du fait de leur avoir administré du sérum de cheval aussi. Enfin globalement, c'est plutôt positif. On a une mortalité extrêmement élevée, mais qui n'est pas la mortalité que l'on va décrire dans les époques un peu plus passées. Et puis, donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez retrouver très très facilement les descriptions de ces derniers cas de peste autochtone à Marseille. Il y a eu d'autres cas diagnostiqués postérieurement, mais ça, ce sont les derniers cas autochtones dans notre ville. Alors, la peste reste actuellement une maladie très prévalente dans un certain nombre de régions du monde, et pour faire simple, ça reste important en Afrique subsaharienne. La taille des ronds est proportionnelle au nombre de cas déclarés à l'OMS, puisque la peste est une maladie à déclaration obligatoire à l'Organisation mondiale de la santé. Et donc les deux ronds les plus importants concernent d'une part la République du Congo et d'autre part l'île de Madagascar. Voilà les deux pays qui déclarent encore aujourd'hui le plus grand nombre de cas. Et vous voyez, quand on parle de nombre de cas, on parle de plusieurs milliers de cas, avec encore quelques dizaines de morts à la clé. Bien entendu, ensuite, l'Asie continue à déclarer des cas, vous voyez, le Vietnam, l'Inde, et puis quelques autres pays sur lesquels on va revenir au cours de cette présentation, au Maghreb. Et puis vous voyez que les États-Unis aussi déclarent quelques cas, ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains dans les mauvaises années, mais on a entre 5 et 10 cas de peste qui sont déclarés tous les ans par les États-Unis d'Amérique. Tous ces cas de peste aux États-Unis se situent sur les États du Sud qui forment la frontière avec le Mexique, et il s'agit là de cas sporadiques de peste. Il n'y a pas d'épidémie de peste actuellement aux États-Unis. Ce sont des patients qui, isolément, vont contracter la peste de façon indépendante les uns des autres. On parle donc de cas sporadiques de peste. Encore une fois, la plupart des cas actuellement rapportés à l'OMS sont des cas de peste bubonique, ce ganglion lymphatique, et pour les médecins, lorsque l'on a un ganglion lymphatique comme ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le microbe a été inoculé à travers la peau. Ça, c'est la marque d'une maladie d'inoculation. Et donc, le schéma, vous le connaissez sans doute, est que des micro-rongeurs autour de nous, par exemple les rats, peuvent être contaminés par cette bactérie Yersinia pestis, et que les ectoparasites des rats, par exemple les puces de rats, se contaminent elles-mêmes, et puis vont aller piquer ensuite une personne et inoculer comme une seringue. Bien entendu, c'est plus compliqué que ça, mais pour faire simple,
la puce va se comporter, pour faire simple, comme une seringue qui va injecter à travers la peau et le derme la bactérie Yersinia pestis, par exemple sur le mollet de cet enfant. La bactérie ensuite va être prise en charge par les canaux lymphatiques de la jambe, et la bactérie va venir se heurter à la première ligne de défense, qui est le ganglion, qui est là précisément avec des cellules inflammatoires, des lymphocytes, mais également des polynucléaires neutrophiles, pour essayer d'arrêter l'avancée de la bactérie. Qui est-ce qui gagne dans ce combat? C'est la bactérie qui gagne. La bactérie Yersinia pestis va franchir le ganglion lymphatique. Elle va rapidement, je vous passe aussi l'anatomie du système, elle va rapidement se retrouver dans le sang. Et donc, lorsque cette bactérie se retrouve dans le sang, on parle d'une septicémie maintenant à Yersinia pestis. Donc, c'est la deuxième forme clinique, forme bubonique, forme septicémique. Et la forme septicémique est mortelle. Donc, le décès de la personne survient nécessairement en phase septicémique. Tant qu'on est en phase bubonique, il n'y a pas de décès. Si d'ailleurs ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas de décès, on se comprend. Il y aurait certainement une petite mortalité, mais extrêmement faible. Donc la mort de la personne, le décès de la personne, survient alors que la bactérie est présente dans le sang, et vous verrez que c'est un point qui est important pour nos travaux de recherche après. Donc vous avez différentes formes, encore une fois, buboniques là, et puis bon, ça a tout un tas de conséquences médicales, de perturber beaucoup la coagulation du sang au point que ça donne des nécroses distales et ainsi de suite. Et peut-être que c'est ça qui a expliqué le terme de peste noire, de Black Death, que l'on va utiliser un peu après pour caractériser des épidémies plus anciennes. Alors, épidémies plus anciennes, eh bien, si on remonte d'un cran, là on était dans la 3e pandémie à partir de 1894. Antérieurement, on sait qu'il y avait eu déjà une grande pandémie de peste, notamment en Europe, mais pas exclusivement, et on va parler de la 2e pandémie. Cette pandémie est très bien datée aussi. On sait qu'elle est arrivée en France, par exemple, en 1347, 1347, donc on fait quand même un bond dans le temps. On est maintenant au XIVe siècle, et comme vous le voyez, il est possible que cette peste soit venue à nouveau de l'Est par, vous voyez bien, par voie maritime, la mer Noire, et puis le littoral méditerranéen. Mais cette peste ne va pas se contenter du littoral, elle va en réalité envahir tout le continent, puisqu'elle va monter très haut jusque la partie quasiment nord maintenant de la Norvège. Vous voyez, elle atteint également Moscou. Donc on peut dire que c'est l'ensemble du continent européen, et au moins en partie, là les choses sont inconnues, ça c'est des travaux à faire, mais au moins en partie, l'Afrique du Nord va être également atteinte par cette peste. Alors ça a donné lieu dans notre ville à des figures extrêmement importantes. Voici des toiles ou des lithographies que vous pouvez consulter sur Internet, ou mieux encore dans les beaux musées de Marseille. Et donc vous avez ce noble Marseillais, chevalier de son état, Nicolas Rose, qui sur son cheval essaie d'organiser la lutte contre l'épidémie. Nous sommes à Marseille en novembre 1720, toujours la même époque, tout le monde reconnaît bien entendu la mairie de Marseille, ça pose aucun problème. La mairie de Marseille, simplement, vous voyez, sur le parvis de la mairie de Marseille, le parvis est jonché de cadavres, et puis on organise le transport des cadavres dans les bouettes à cheval. Là aussi, pour ceux qui reconnaissent, c'est le cours la Reine à l'époque, actuellement nommé cours Belzins. On reconnaît très très facilement les façades des immeubles de l'actuelle cour Belzins, qui sont de beaux immeubles 18e, 17e pour certains d'entre eux. Et puis donc, voilà, ça s'appelait à cette époque-là cour la Reine, pareil, des cadavres, des charrettes qui emmènent les cadavres. Et puis là, pour les amateurs de peinture, la signature, le peintre, en réalité, qui est Michel Serres. Vous voyez, Michel Serres est un peintre marseillais. Comme vous le voyez, il a été contemporain de cet épisode de peste de 1720, puisqu'il est mort 13 ans après. Il a fait une sorte de photographie de ce qu'il voyait, mais ce n'est pas strictement une photographie, puisqu'il a introduit ça, qui est le bébé qui tète le sein de la mère morte. Et donc ça, c'est une figure, c'est la grammaire picturale, ça indique que le peintre est en train de peindre un épisode épidémique. Donc ça, c'est une signature que je suis en train de décrire un épisode épidémique. Donc ça, c'est pas nécessairement une photographie, c'est de la grammaire picturale. Et donc, comme vous le savez, il y a quand même des noms qui sont restés jusqu'en 2016 dans notre ville, quand même. Belzins, c'est un nom qui parle à Marseille. Monseigneur de Belzins, qui est évêque de la ville au moment de ce grand épisode épidémique, et donc c'est une des personnes qui n'a pas fui la ville et qui a tenté d'organiser la résistance contre l'épidémie. Vous voyez que ça lui a bien réussi, il a traversé l'épidémie, il est mort après.
Et donc, encore une fois, Nicolas Rose, chevalier de son état, qui est un autre nom qui parle, hein, certains d'entre vous vont jouer au tennis, au stade de Rose, et ainsi de suite. Bon, bref, il y a des noms comme ça qui parlent quand même dans notre ville et qui retracent à cet épisode épidémique. Et puis voilà, donc les documents de ça, et bon, ces documents, on n'aura pas le temps, mais c'est intéressant de les lire en posant différentes questions. C'est un document du monsieur Gaudin de l'époque, donc le maire de Marseille de l'époque, qui édite cet édit, et pour aller très vite, cet édit, qu'est-ce qu'il dit? Lui donnera des gratifications. Ça, c'est très très caractéristique dans cette épidémie de peste. Au début des épidémies de peste urbaine, le déblaiement de la voirie des cadavres s'organise bien, et puis assez rapidement, tout se passe comme si les personnes comprenaient que le fait de s'occuper des cadavres de peste n'était pas bon du tout, et qu'effectivement on risquait soi-même de contracter la maladie lorsque l'on s'occupait des cadavres. Et donc du coup, l'enthousiasme à déblayer la ville chute assez rapidement, et donc pour redonner de l'enthousiasme à la population, le maire de Marseille dit je vais payer les personnes qui acceptent de s'occuper des cadavres, d'aller les mettre dans les charrettes et d'aller les enterrer. Et ça, en réalité, ça a probablement un sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est là. Eh bien, donc voilà la carte de Marseille en 1720. Les quartiers anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui le panier, en blanc, je suis désolé, c'est pas très très beau, mais c'est le port, c'est le vieux port, hein, le vieux port, la mairie, le panier. Et vous voyez que ça part de là, et là, c'est toujours actuellement, c'est le port de commerce, c'est la Joliette. Donc le port était hors les murs. Les traits rouges désignant des murailles. En début du XVIIIe, Marseille était encore enserrée en partie, tout au moins, dans des murailles. Et tout ce qui est en jaune-orange, eh bien, c'est la ville neuve, la ville nouvelle en 1720. C'est les nouveaux quartiers de Marseille en 1720. Et donc, c'est tout le coin actuellement de l'Opéra, et ainsi de suite. Mais qui est la ville neuve en 1720. Et puis, vous savez peut-être que ce qui est figuré en rouge, c'est l'arsenal du roi, dont on sait que les canons étaient tournés comme ça. Donc Louis XIV, mais juste à la fin du règne du roi Soleil, et donc le roi Soleil a participé à la construction de la ville neuve, mais surtout il a participé parce que ça lui a permis d'installer de l'autre côté des canons dont la portée était telle que bien sûr les boulets tombaient sur le panier. Donc le roi contrôle véritablement, verrouille la ville de Marseille en installant sa garnison de galériens. L'épidémie ne va pas se contenter de gagner Marseille, elle va déborder Marseille, elle va atteindre Roquevert et même au-delà, puisque, vous voyez, pour ceux qui vont se promener le dimanche au pied du Luberon, quelque part entre Aix et Marseille, entre Aix et le Luberon, pardon, eh bien vous pouvez voir ce mur qui est en cours de restauration actuellement si vous voulez participer, un mur avec de temps en temps des guérites. Là aussi, le roi, pas tout à fait en réalité, mais enfin pour simplifier, le roi, ses représentants font édifier un mur pour encercler physiquement la Basse-Provence pour essayer de limiter l'extension de l'épidémie. Et là aussi, les gens ont bien compris qu'en réalité, l'épidémie, elle suit les gens, elle suit les personnes. Beaucoup de personnes, les plus riches, vont fuir la ville de Marseille, vont aller s'installer d'abord dans les campagnes, à l'eau, Aix-en-Provence, Aubagne vont être atteints, Istres va être atteint, Martigues va être atteint. Donc petit à petit, en réalité, en effet, la peste va se répandre dans les communes limitrophes de notre ville. Et face à cette extension impressionnante de l'épidémie, eh bien, ce mur de la peste va être construit. Le roi va faire mettre, en réalité, c'est d'abord les autorités ecclésiastiques qui vont commencer par faire ça, et ensuite le roi va prendre la relève, et donc on va faire mettre des soldats du bon côté du mur pour empêcher que les Provençaux n'échappent à leur malheur et ne continuent à propager la maladie dans le reste du royaume. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'en réalité, on sait très très bien que cet événement est daté précisément du 25 mai 1720 avec l'arrivée d'un bateau. On a vu sur les cartes qu'au départ, fondamentalement, c'est le commerce maritime qui apporte ce malheur dans les pays et dans les villes. Et ce bateau, le Grand Saint-Antoine, se présente au large de Marseille pour débarquer sa cargaison. Il y a pour plusieurs millions d'euros dans les soutes de ce navire, et cette cargaison extrêmement précieuse est faite de soieries, de brocarts, de tissus précieux que le Grand Saint-Antoine est allé chercher dans l'actuel Liban, dans les échelles du Levant, comme on disait à cette époque, ce que l'on appelle actuellement les ports du Liban. Et donc il revient des ports du Liban, et ce navire a été affrété par des commerçants marseillais qui sont mis à plusieurs pour affréter ce navire. Et l'objectif était de vendre les tissus précieux à
la foire de Beaucaire, et cette foire de Beaucaire avait lieu tout début juillet. Et donc on est 25 mai. Et ces dates sont importantes. Donc l'idée, c'est que voilà, moi j'ai des millions d'euros dans les sous du Grand Saint-Antoine. Mon navire arrive déjà un peu juste, mais enfin il arrive le 25 mai, ça va encore. Il se présente au large de Marseille. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le dispositif en place à Marseille, mais dans tous les ports de la Méditerranée au XVIIIe siècle, et ce depuis déjà quelques siècles, c'est le système de l'intendance sanitaire. Là aussi, hein, quand vous cheminez le long du port pour aller maintenant au Mucem, vous passez devant ce bâtiment. Donc, dimanche, ayez un petit coup d'œil pour ce bâtiment. L'intendance sanitaire, il était construite juste avant, en 1719. Et là-dedans, il y a des employés municipaux, ils sont appointés par la municipalité de Marseille, et leur rôle, c'est de monter à bord des bâtiments qui se présentent pour accoster à Marseille, et de vérifier en pratique qu'il n'y ait pas d'épidémie à bord des bâtiments. Ceci se fait d'une part en consultant le livre de bord qui doit être obligatoirement tenu par le capitaine, et dans le livre de bord sont consignés des morts, et en particulier des morts inexpliqués, et d'autre part, le capitaine doit tenir un autre document qui est la liste des ports qu'il a visités avant de se présenter au large de Marseille. Patatras, le Grand Saint-Antoine a eu en réalité au total 6 morts non expliqués dans son périple de retour en Méditerranée, et il a visité en particulier les échelles du Levant, dont on sait qu'il y a des épidémies en cours. Donc que fait l'intendant sanitaire? Il fait son travail, et donc il va mettre le navire en quarantaine stricto sensu. Les quarantaines se passaient au mieux au Frioul, jusqu'à, y compris au large de la Ciotat. Donc en réalité, vous voyez, toute la rade de Marseille un peu étendue avait des navires comme ça qui étaient en quarantaine, donc c'est stricto sensu 40 jours. Ce qui évidemment a posé un gros problème à nos commerçants marseillais, parce que 25-26 mai, 40 jours, incapables de vendre mes soieries pour plusieurs millions d'euros à la foire de Beaucaire. Problème. Ça s'arrange. Ça s'arrange et ça donne ça. Donc, en réalité, 2 jours après, l'intendant sanitaire va remonter à bord et il va dire, ben, ça va, le navire reste en quarantaine, les marins restent en quarantaine, mais j'autorise que l'on débarque les soieries, la seule chose qui était vraiment importante pour les commerçants marseillais. Donc j'autorise qu'on débarque tout ça à la Joliette, et donc vous avez vu, ça part, ça donne ça. Et donc les historiens, Michel Signoli par exemple, avec qui on travaille ici à la faculté de médecine sur ces sujets, estiment que la moitié de la ville, 50% des habitants de Marseille vont mourir dans l'espace de 6 mois à Marseille. Donc ça donne des choses que l'on ne peut absolument pas imaginer. C'est inimaginable en l'espace de 6 mois d'avoir une mortalité de 50% sur une ville. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer. Alors, ce genre de choses que fouillent les anthropologues, auxquels s'intéressent les historiens, donc encore une fois, on a travaillé avec Olivier Dutour, qui est maintenant à Bordeaux, et Michel Signoli, qui est toujours avec nous ici à la faculté de médecine. Ils tombent sur ce genre de choses. Ce genre de choses s'appelle des charniers de catastrophes. Et donc, lorsque l'anthropologue tombe sur un charnier de catastrophe, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer une mortalité massive comme ça et brutale. Bien entendu, les faits de guerre, mais là, ce n'était pas le cas, ça se voit facilement. Hein, même au 18e, il y a des balles, on voit très très bien qu'il n'y a aucun trou de balle nulle part dans le corps, c'est pas ça. Il n'y a pas non plus de traces de blessures par arme blanche, c'est pas ça. La famine, aucun document historique n'indiquait qu'il y ait une famine en cours l'été 1720 à Marseille. Le froid, n'en parlons pas, on est au mois de mai, juin, juillet à Marseille, même en 1720, même avec les fluctuations climatiques, il n'y avait pas de grand froid l'été 1720 à Marseille, et donc reste l'hypothèse évidemment des choses épidémiques. Et comment avons-nous avancé ensemble sur cette question? Eh bien, on a avancé sur le fait que les anthropologues sont tombés sur un charnier qui est dans le panier, qui a été démasqué rue Leca, très exactement, au moment de la construction d'un petit immeuble. Donc ça, c'est la catastrophe pour le promoteur, un coup de pelleteuse, un charnier, donc on arrête tout. Catastrophe pour le promoteur, mais enfin bonheur pour y compris les microbiologistes. On tombe là-dessus, et très rapidement, les anthropologues se rendent compte que ça matche parfaitement le registre que les bonnes sœurs tenaient à l'Hôtel-Dieu. Vous savez que là, vous pouvez aller bruncher maintenant le dimanche matin dans un hôtel de grand luxe. Mais en 1720, c'est l'hôpital de Marseille. C'est là où les pestiférés vont être hospitalisés. C'est là où vont tous ressortir les pieds devant. Et les bonnes sœurs consignent très exactement les entrées et les sorties. Elles notent le nom.
le sexe, l'âge, l'adresse, les quelques signes cliniques que la personne présente, et elle consigne religieusement, bien sûr, parce que ce sont des bonnes sœurs, la sortie, la date de sortie. Et très rapidement, nos collègues d'anthropologie se rendent compte que ce charnier qu'ils ont sous les yeux, c'est exactement le charnier qui correspond au registre des sorties de l'Hôtel-Dieu, non pas tout à fait en 1720, mais pour être très précis, en 1722. Donc ils sont venus nous voir en disant, ben voilà, nous on a ça, et donc ils sont venus voir Didier un jour en disant, est-ce que tu peux nous aider à montrer que ça c'est bien de la peste, au sens où oui, c'est bien des gens qui sont morts d'une infection mortelle à Yersinia pestis. Ce que l'on a inventé, c'est une première invention, je l'ai vraiment appelé comme ça, en travaillant avec Didier et avec notre compère Gérard Aboudaran, qui est dentiste de formation, eh bien c'est de travailler non pas sur les os, mais sur les dents, et plus précisément sur ce que l'on a tous à l'intérieur de nos dents, qu'on appelle la pulpe. Cette pulpe, elle est à la fois richement vascularisée, donc il faut se souvenir encore une fois que si ces gens sont décédés de peste, ils avaient la peste dans le sang, et donc c'est un tissu conjonctif très riche en sang. Et puis d'autre part, c'est ce qui fait mal quand on a mal à la dent, parce que c'est ça qui est innervé, c'est l'intérieur qui est innervé. Et lorsque on prélève, et donc ça ce sont des mandibules de 1722, lorsque l'on prélève ça, et bien on finit par ouvrir la dent, et là-dedans, on a de la poudre en réalité, donc c'est de la pulpe dentaire lyophilisée, si vous voulez, conservée, qui est donc sous forme de poudre, que l'on peut travailler très très facilement. Qu'est-ce que l'on a fait? Bien, de façon évidente, donc voici en quelques secondes comment Gérard Aboudaran en pratique réalise ces extractions. Vous noterez que le patient n'est pas anesthésié, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, pour cette extraction dentaire. Et donc ce sont, si j'ose dire, des images d'époque. Ce sont des vrais mandibules de Marseille de 1722, qui correspond aux premiers travaux qu'on a fait. Donc on les radiographie, on continue à le faire avec une technique de radio un petit peu différente, mais on continue à, éventuellement, si on peut choisir les dents qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les dents avec une chambre pulpaire bien fermée, la plus volumineuse possible, en escomptant qu'on aura plus de matériel pulpaire là-dedans. Et puis donc voilà, une fois que l'extraction est réalisée, donc tout ça bien sûr dans des conditions strictes de laboratoire pour éviter tout risque de contamination du matériel ancien par l'environnement moderne. Après le trait de fracture, eh bien, il n'y a plus que, si j'ose dire, moi je ne l'ai jamais fait, donc c'est facile à dire, en fait il n'y a plus qu'à ouvrir la dent en deux et ensuite récupérer la pulpe dentaire qui est à l'intérieur. Voilà. Alors vous voyez, cette pulpe dentaire, c'est un des échantillons qu'on peut travailler si l'on veut travailler la paléomicrobiologie, ou d'ailleurs la paléogénétique, si l'on veut s'intéresser aux échantillons anciens. Donc il y a des travaux sur, j'ai mis ce joli petit bouton congelé qui a traversé les siècles, donc il y a quelques travaux qui utilisent du matériel congelé, y compris Christelle travaille sur ce type de prélèvement par exemple, c'est pas de l'homme, mais enfin elle travaille sur quelque chose qui a été maintenu au cours des siècles dans du permafrost, et donc il y a de plus en plus d'ailleurs de travaux qui utilisent soit des restes humains, soit des restes animaux conservés dans du permafrost. Par exemple, les travaux sur la grippe espagnole ont été initiés là-dessus, des tissus fixés bien entendu, des tissus momifiés sont une source importante de connaissances. Les os bien entendu peuvent être travaillés, y compris dans notre laboratoire avec Christelle aussi. On peut travailler les coprolites, c'est-à-dire finalement le contenu microbiote digestif, je dirais pétrifié pour faire simple, et puis comme je vous l'ai montré, les dents ont plus exactement la pulpe dentaire, parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts. Et donc dans la pulpe dentaire, ce que l'on est en train de comprendre, il a fallu finalement un peu de temps pour formaliser ça, mais ce que l'on est en train de comprendre, y compris avec Rémi qui est dans la salle, eh bien c'est qu'effectivement cet échantillon de pulpe dentaire que l'on a, c'est en réalité un échantillon de sang, et à ma connaissance, c'est finalement la seule source de sang complet, de sang total que l'on peut avoir sur un squelette, en sachant que le corps se dégradant au fur et à mesure des millénaires, les os finissent eux-mêmes par disparaître, et la dernière chose qui restera de nous, mesdames, messieurs, si vous vous faites enterrer, ça sera vos dents. On aura 10 000 ans, mais la dernière chose qu'on retrouvera de M. Drancourt, ça sera ses dents. Et donc dans les dents, on pourra retrouver une petite goutte de sang de M. Drancourt. Et donc Rémi a réalisé cette magnifique photographie. Il n'y en a pas d'autre au monde, pour l'instant c'est un objet unique. Et vous voyez des globules rouges, parfaitement bien visibles, dans une pulpe dentaire ancienne qui ont été marquées. Et à côté de ça, eh bien, on réalise avec lui, avec d'autres, avec
Anthony également, et on réalise des travaux de l'autre côté sur les protéines qui restent à l'intérieur de cette pulpe dentaire. Et donc on est en train de comprendre que dans la pulpe dentaire, on a d'une part les cellules du sang, deuxièmement on a le sérum, en pratique on a du sang. Alors, on a commencé bien entendu comme tout le monde par essayer d'attaquer l'ADN, on a regardé l'ADN, il y a toute une mythologie qui traîne autour de l'ADN ancien, on écrit que cet ADN est nécessairement fragmenté, dégradé et ainsi de suite. Tous ces travaux ont été initiés au départ par les gens qui ont fait de la paléogénétique, qui sont intéressés à l'ADN de l'homme, mais de façon absolument claire pour moi, la dégradation de l'ADN des bactéries, tout au moins de certaines bactéries, n'a rien à voir du tout avec la dégradation de l'ADN du chromosome humain. Ça ne se comporte pas de la même façon. Quand vous regardez les papiers, en réalité, c'est pas vrai qu'on ne peut pas amplifier plus de 50 bases, 100 bases, 150 bases. On amplifie en réalité beaucoup plus que ça, au moins sur les microns. Donc il y a toute une sorte de fantasmagorie. Bien entendu, pour faire ces travaux, il convient, encore une fois, d'avoir un protocole extrêmement strict pour faire en sorte que les échantillons anciens ne soient jamais contaminables par l'environnement moderne. Et ce que l'on a inventé avec Didier Raoult, c'est ce que l'on a appelé la PCR suicide, qui consiste, si vous voulez, à ne cibler à la fois qu'une zone du chromosome, par exemple de Yersinia pestis. L'idée étant que si l'on contamine le lundi avec la zone A de Yersinia pestis, eh bien le mercredi, vous pouvez travailler une zone un petit peu différente, vous ne serez pas contaminé par ça, et ainsi de suite. Bien entendu, on ne met pas de témoins positifs du tout, bien entendu, on met beaucoup de témoins négatifs, et donc c'est une façon de faire PCR suicide. Bref, en faisant ça, nous avons pu démontrer pour la première fois que oui, ces épidémies de peste étaient bien des épidémies liées à Yersinia pestis. Cette photo montre le travail que l'on a fait, vous voyez, sur un autre charnier de Montpellier, daté de 1348, c'est-à-dire le tout début de la deuxième pandémie de peste européenne. Et donc c'est un point qui nous a tout à fait intéressé, bien entendu, une fois qu'on a eu amplifié, on séquence, un travail qui est maintenant banal. Alors ces travaux initiaux qui ont été faits le premier papier 1998 et ensuite en 2000 ont été critiqués. Là aussi c'est un autre point qui est intéressant, si vous voulez, dans, je dirais, le combat scientifique à la publication, c'est que quand, de temps en temps, quand vous publiez quelque chose de nouveau, eh bien naturellement, vous avez quelqu'un qui publie derrière, c'est pas vrai. Et donc nos collègues, pas vraiment, anglais, hein, n'oubliez pas que c'est des anglais, hein, c'est quand même l'histoire, c'est important. Donc ces anglais-là ont dit, ben, ce qu'ont fait monsieur Raoult et Drancourt, c'est toute la contamination, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous voyez, ils vous disent, non mais c'est pas possible, il n'y a qu'un individu sur X qui est positif, chez un individu toutes les dents ne sont pas positives, tout ça, ça tient pas la route. Voilà. Et donc, point très intéressant pour moi sur le plan épistémologique, il faut envoyer ça à des spécialistes. Qui c'est ces gens-là qui débarquent comme ça dans un champ sur Raoult Drancourt, connu pas en ADN ancien, jamais fait ça, peste non plus. Et c'est vrai, on n'avait jamais travaillé sur la peste. Et donc ils disent, non mais attendez, ça c'est une affaire de spécialiste. Donc ça c'est un point que vous trouverez assez souvent quand vous faites quelque chose de nouveau. Mais attendez, c'est moi le spécialiste. Et donc la notion de précaré quand même est une notion qui reste extrêmement forte dans nos métiers. Et donc pourquoi notamment ont-ils écrit qu'on avait tout contaminé, que c'était tout faux nos travaux? Ben, c'est intéressant, ils ont écrit ça parce qu'ils ont dit, mais nous on n'est pas du tout capable de reproduire les résultats de M. Raoult et M. Drancourt. Vous voyez, absence de Yersinia dans 5 charniers de peste en Europe, et donc conclusion, voilà, tout ce qui a été fait à Marseille, c'est tout faux, c'est toute la contamination, c'est tout à refaire. Donc ils ont travaillé sur notamment ce charnier de Londres. Donc pour les amateurs de littérature, je vous rappelle que Daniel Defoe, entre autres, a tenu un journal de la peste de Londres qui est remarquable. Remarquable. Et donc vous pouvez avoir plaisir maintenant à lire le journal de la peste de Londres par Daniel Defoe. Alors ce qui est intéressant, c'est que les mêmes ont été les premiers à publier le génome entier de Yersinia pestis dans ces épidémies. Enfin, ils n'ont pas honte. Donc, quelques années après avoir dit que ce qu'on avait fait était complètement nul, non avenu, contaminé, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas capables, donc sur la base de résultats négatifs, parce qu'ils n'avaient pas été capables de reproduire nos manies, et bien quelques années après, ils disent non mais finalement, on a le génome entier. Et donc effectivement, maintenant, les techniques de séquençage moléculaire haut débit permettent d'obtenir des génomes entiers de la bactérie Yersinia pestis. On dispose, je ne sais plus exactement combien,
6 ou 7, je crois, génomes entiers maintenant de souches anciennes, c'est pas des souches, mais enfin, des génomes entiers de Yersinia pestis, et donc voici, y compris le génome entier, par les mêmes, de la souche de Yersinia pestis de Marseille en 1720. Bon, bref, donc il n'y a plus aucun doute maintenant, quand même, sur le fait que oui, une bonne partie de ces grandes mortalités anciennes étaient bien des épidémies de peste liées à la bactérie Yersinia pestis. Attention, ça ne résume pas les causes de mortalité en Europe médiévale. Il y avait d'autres maladies infectieuses qui tournaient et qui faisaient mourir les gens. Mais en tous les cas, ces grandes vagues épidémiques, de façon indiscutable maintenant, sont bien liées à Yersinia pestis. Ça, c'est une image de travaux que l'on avait réalisés dans le laboratoire. Vous voyez, on était même remonté à, j'aurai une photo là-dessus tout à l'heure, la première pandémie de peste, parce qu'avant la pandémie médiévale dont je viens de parler, une première pandémie était historiquement connue en Europe et en Afrique du Nord, qui a été appelée du nom d'un empereur de Rome, la peste justinienne. Donc en réalité, 3 pandémies historiques, une pandémie, vous voyez, 6e, 7e, 8e siècle, l'on va appeler la peste justinienne, et puis ça s'arrête. Une deuxième pandémie médiévale qui va durer très longtemps, du 14e jusqu'à la fin du 18e siècle, et puis ça s'arrête. Et une troisième pandémie, dans laquelle nous sommes en ce moment, pas à Marseille, mais dans laquelle le Congo et Madagascar sont en ce moment, qui démarre en 1894 à Hong Kong. Et donc voilà, là aussi, on dispose maintenant d'au moins quelques génomes entiers de ces souches, y compris des souches justiniennes. Alors une question qui se pose et qui agite beaucoup le landerneau de la peste ancienne actuellement, c'est les génotypes. Bon, très bien, maintenant on sait que c'est Yersinia pestis, mais plus exactement, quelles souches circulaient-elles dans toutes ces époques? Alors on avait fait un travail princeps, mais qui sert toujours. De la même façon que la PCR suicide dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'en sert actuellement au laboratoire pour faire du diagnostic moderne de maladies infectieuses modernes. De la même façon, pour ces travaux, nous avons inventé une façon de génotyper dont on se sert toujours actuellement au laboratoire, qui est le multispacer sequence typing, qui, pour faire simple, consiste à amplifier et à séquencer une succession de régions intergéniques. C'est ça les spacers, c'est des morceaux d'ADN qui sont apparemment non codants. Anthony dira que c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, mais enfin, qui tout au moins à l'époque étaient réputés pour étant des petits morceaux d'ADN non codants qui séparent des gènes qui, eux, par définition même, sont codants de protéines. Bref, on peut amplifier ça, ça et ça, on le séquence, et donc ça vous donne une empreinte de la souche que vous êtes en train de travailler. Je passe vite là-dessus. Et puis, bien sûr, ces travaux ont été raffinés, puisque maintenant on a des génomes entiers. Et donc, malgré ces génomes, la question n'est pas close du tout de savoir s'il y a plusieurs souches qui ont envahi l'Europe et l'Afrique du Nord, ou bien est-ce que c'est une seule souche. Les données que l'on a eues, nous, dans le laboratoire par MST, ne sont pas tout à fait en phase avec les données de la littérature, mais qui elles-mêmes sont contradictoires. Et donc, pour faire simple, pour l'instant, nous avons montré que c'est un variant particulier d'Yersinia pestis qui s'appelle le variant orientalis. Pour l'instant, c'est ce que nous avions retrouvé. Alors ça, c'est beaucoup contesté, vous voyez, sur la base. Enfin, après, toujours pareil, les gens contestent ce que l'on a trouvé, mais enfin, à la fin, quand ils font les génomes entiers, ils se retrouvent globalement dans le monde d'Orientalis. Simplement, à l'intérieur d'Orientalis, il est bien possible après qu'il y ait plusieurs clones qui aient circulé. Alors pourquoi ça agite un peu les gens actuellement, cette histoire-là? Donc voilà, vous pouvez trouver plusieurs phylogénies qui sont basées soit sur les génomes entiers, soit il y a beaucoup de travaux maintenant sur les SNPs, donc il y a des gens qui font des SNPs. Personnellement, je reste très très réservé sur ces travaux, la SNP, pas du tout certain qu'on puisse faire quelque chose avec ça, mais enfin, c'est pas grave. Donc, pourquoi ça agite les gens? Je vais y revenir tout à l'heure, c'est pour essayer de comprendre le cheminement, qui est mon propos finalement, de la peste à travers les siècles. Et donc, comme je vous l'ai dit, actuellement, on dispose de génomes entiers. Et la technique qui est utilisée, ça aussi c'est important, c'est une technique par arrêt, amplification et séquençage au débit. C'est-à-dire qu'en réalité, les personnes extraient l'ADN de leur échantillon, et en pratique de la pulpe dentaire, c'est-à-dire ce que l'on a inventé ici, enfin, tout le monde l'utilise maintenant, tous les gens qui travaillent sur la peste maintenant passent par les dents, comme ça. Premièrement, et donc à partir de l'ADN extrait par les dents, on met ça sur une puce qui contient évidemment des sondes, c'est là qu'il faut faire attention, et donc cette puce, bien entendu, va attraper spécifiquement l'ADN de Yersinia pestis dans l'ensemble de l'ADN que vous venez d'extraire, et puis après, éventuellement, vous pouvez l'amplifier ou séquencer directement, et c'est gagné. Donc le petit détail, c'est évidemment quelle sonde on met sur la puce. Et donc la plupart des travaux, d'ailleurs,
mettent des sondes strictement orientalistes. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que l'on capture actuellement, c'est la fraction orientaliste du génome qui est contenue dans l'échantillon. Si on regarde vraiment la méthodologie des papiers, donc de mon point de vue, il y a un petit... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens qui font ça, nous on ne fait pas ça, parce qu'on ne l'a pas fait, hein, donc c'est magnifique hein, comme approche technologique, c'est très très beau, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi pour l'instant on n'utilise pas des puces pangénome de Yersinia spontanément. Je dis, mais attendez, il faut mettre le pangénome de Yersinia, ce n'est pas ce qui est fait. Bon, bien sûr, on a aussi des travaux en cours de publication avec la même approche quand même. Voilà. Et on utilise il y a d'autres approches techniques qui ont été développées en laboratoire et dans d'autres laboratoires pour attaquer ces questions. Et en particulier, ce que l'on travaille beaucoup maintenant, et avec Anthony, c'est d'essayer de regarder encore une fois la fraction protéique, c'est-à-dire pas seulement l'ADN contenu dans la pulpe dentaire, mais la fraction protéique. Et actuellement, c'est plutôt plus riche d'enseignement que de regarder simplement l'ADN. Plusieurs techniques peuvent être développées pour traquer les protéines. Certains dans la salle ont souffert sur ce type de choses, mais donc on peut essayer de faire des ELISA. On souffre encore plus si on essaie de faire des immuno-PCR, mais enfin ça marche quand même. Et puis, donc de façon plus récente, on a été encore plus brutal avec certains étudiants qui sont dans la salle en disant, voilà, on va tout simplement faire l'extraction totale de toutes les protéines, et puis on va tout séquencer, puis on va bien voir. Donc vous voyez, finalement c'est la même approche open, neutre, sans a priori que l'on a avec l'ADN, mais l'intérêt de ça, c'est que pour l'instant, ça reste préliminaire, mais pour l'instant, avec Anthony, on a des données à la fois sur le microbe, s'il est là, et à la fois sur la personne, sur le patient, sur l'hôte, et ça, de mon point de vue, c'est très très intéressant, très prometteur, en particulier, quand on fait ça, on est capable, donc ça c'est des arbres que Anthony a fait, et donc vous voyez, ce sont des fragments peptidiques spécifiques de la bactérie Yersinia pestis, dont les analyses permettent de montrer que oui, incontestablement, c'est bien un petit morceau d'une petite protéine de la bactérie Yersinia pestis, et donc on peut faire du diagnostic comme ça. Je pense que ça devrait ouvrir des réflexions sur le diagnostic moderne, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, ce qui est à tort. Et puis en plus, quand vous faites ça, eh bien, vous avez encore une fois des protéines de la personne, et en particulier, on a commencé avec Anthony à voir qu'il y avait des fragments d'immunoglobulines, singulièrement d'IgA là-dedans. Et donc là aussi, de mon point de vue, ça ouvre des perspectives. Donc c'est ça qu'on fait actuellement. Vous voyez, sur le plan technique, c'est non seulement faire l'ADN de la pulpe dentaire, mais aussi le contenu protéique de la pulpe dentaire pour attaquer le microbe et l'hôte. Et pour Christelle, ça pourrait avoir peut-être, si ça marche, un intérêt sur la traque au virus à ARN, parce que pour l'instant, pour faire simple, et donc caricatural et donc faux, mais pour faire simple, pour l'instant, personne n'a été capable de retrouver de l'ARN dans des échantillons anciens, pour faire simple. Et donc on se dit que peut-être l'ARN, c'est peut-être très très difficile à retrouver, parce qu'effectivement c'est quand même très sensible au nucléase et ainsi de suite, mais il est possible que par contre les protéines d'un virus à ARN, elles, persistent peut-être plus longtemps, peut-être une meilleure capacité à persister dans les prélèvements anciens, donc il y a peut-être une voie à explorer. Alors deuxième point, très bien. Donc maintenant on sait que tout ça c'est des épidémies de peste, on a même une idée des génotypes plus précis qui ont circulé. D'accord, 50% de mortalité à Marseille au XVIIIe siècle, mais comment c'est possible une chose pareille? On connaît la première victime, c'est une vieille femme de 60 ans, à son nom Matou. Le modèle actuel de la peste, c'est ça. La peste circule dans les populations de rongeurs autour de l'homme, par exemple le rat. La peste va être introduite dans les populations humaines par les ectoparasites du rongeur, par exemple la puce, et ensuite la puce va piquer la personne, déclencher la forme bubonique que l'on a vue tout à l'heure, à introduction sur le mollet, top, le ganglion, ça dépasse le ganglion, septicémie, mort. Le problème, c'est que le schéma rat, puce, homme ne fonctionne pas en réalité pour rendre compte de mortalité massive, brutale, aussi extensive. À Marseille, il faudrait penser, Marseille, en 1720, il y a 100 000 habitants. 50 000 vont mourir au mois de décembre, donc il faut penser qu'il y ait pratiquement 50 000 rats, 50 000 puces, qui aient piqué 50 000 braves Marseillais qui sont morts de la peste. Et quand même, si on s'arrête 2 secondes, on dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on ne voit pas que ça fonctionne. Globalement, on sait maintenant qu'on a tout un tas d'arguments
pour penser que ça n'a pas pu fonctionner comme ça. Bon, je vous passe un peu les détails, mais les gens qui s'intéressent à la paléozoologie, qui sont les spécialistes, comme Madame Houzeau par exemple, que vous connaissez par ailleurs sous le nom de Fred Vargas, ceux qui aiment les romans policiers. Fred Vargas, en réalité, c'est une anthropologue, une paléozoologue du CNRS, et donc, elle aussi est bien convaincue que ça n'a pas pu marcher comme ça. Elle le sait, il n'y a pas les bonnes espèces de rats, c'est pas les bonnes latitudes, ça ne marche pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui nous a mis non pas la puce à l'oreille, mais le pouls à l'oreille, c'est d'explorer cet autre charnier qui nous a été confié par des collègues, cette fois-ci, vous voyez, de Bondy, qui est une jolie commune de la périphérie de Paris. Et donc, ils ont été amenés à fouiller ce charnier, qui est un petit charnier de catastrophe, celui-ci. Et pour aller vite, dans ce charnier, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé d'une part Bartonella quintana, et puis par ailleurs de la peste, Yersinia pestis. Or, Bartonella quintana, ça c'était très intéressant, parce que c'est une bactérie qu'on connaissait déjà avec Guillet dans le laboratoire depuis les années 1990. On avait travaillé là-dessus dans les années 90 parce qu'on a été les premiers à diagnostiquer les endocardites à Bartonella quintana chez les patients SDF. Donc on la connaissait quand même bien maintenant, cette bactérie. On n'était pas très nombreux à la connaître, mais ici on la connaissait bien. Et elle a une caractéristique intéressante, donc on sait maintenant qu'elle est fausse d'ailleurs, mais enfin à l'époque on croyait que c'était vrai. Elle avait à l'époque une caractéristique très intéressante, c'est que cette bactérie avait comme seul réservoir l'homme. Maintenant on sait que c'est faux, et elle est transmise d'homme à homme par le pouls de corps. Ça reste vrai. Et donc on s'est dit, mais attends, si ça, dans ces squelettes, ça a été transmis par le pouls de corps, est-ce que ça a pu être transmis aussi par le pouls de corps? Why not? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme Jean-Michel, on fait un modèle, on fait des choses, ça on sait faire. Je vous passe les détails, on fait un modèle, et oui, sur un modèle très bien fait, vraiment expérimentalement c'est très bien fait, oui, le pouls de corps est un formidable vecteur de transmission de Yersinia pestis dans un modèle animal, et donc on avance dans l'hypothèse que peut-être que le pouls de corps a pu jouer un rôle dans ces grandes épidémies. Et donc on ajoute quelque chose de nouveau dans le schéma épidémiologique. Le schéma épidémiologique classique de la peste, c'est ça, c'est les micro-rongeurs, les puces, les populations de rats, les puces, les autres. Et nous on ajoute un truc qui est la transmission interhumaine, indirecte, la transmission interhumaine par un vecteur qui est le pouls de corps. Le pouls de corps, c'est quoi? Eh bien, c'est l'hygiène vestimentaire, et cette chose-là est importante parce que malheureusement, République du Congo, qu'est-ce qu'il y a au Congo? Il y a le Congo, il y a des Congolais, il y a des pouls de corps, et il y a Yersinia pestis. Donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir des petites ou plus ou moins grandes épidémies de peste. Et donc le message est que oui, si on regarde le Congo, ça marche aussi. En effet, vous avez la bactérie Yersinia pestis dans les poux que l'on peut récolter chez les gens qui sont à l'est, dans les mines, dans des conditions assez difficiles dans l'est du Congo. Et donc l'idée, c'est qu'en réalité, si l'on veut prévenir l'extension d'une épidémie de peste dans une population d'hommes où il y a des ectoparasites d'hommes, il faut absolument retirer les ectoparasites d'hommes, sinon ça flambe. Donc l'idée que l'on a, ça reste une hypothèse, c'est pas une certitude, mais c'est que l'aspect épidémique rapidement évolutif et donc rapidement mortel, par exemple à Marseille en 1720-1722, a été nourri par les ectoparasites d'hommes. Donc le schéma, c'est que oui, le grand Saint-Antoine apporte la peste à la Joliette, peut-être par les rats. Oui, effectivement, la dame dont j'ai oublié le nom de 60 ans a été piquée par une puce de rat. Elle a développé une peste bubonique, puis septicémique, elle en est morte, ça on en est certain. Peut-être un deuxième Marseillais a été contaminé comme ça, peut-être un troisième, peut-être un cinquième, mais qu'ensuite la flambée épidémique qui a tué la moitié de la ville en 6 mois, c'est de la transmission ensuite par ectoparasite d'homme, par exemple le pouls de corps, c'est pas exclusif, il y en avait d'autres, mais par exemple le pouls de corps. Et du point de vue historique, ça éclaire éventuellement le fait que très rapidement, dans ces épidémies, alors que vous l'avez vu au début, il y a une sorte d'enthousiasme de la population à participer à l'évacuation des corps et à l'enterrement des corps, et bien très rapidement, c'est écrit, les gens se rendent compte que les hardes, et donc les hardes enterrementiens, c'est les vêtements et la literie, que les hardes sont dangereuses, et assez rapidement une mesure qui est prise par les échevins, y compris à Marseille, c'est de fermer les maisons et de les brûler complètement, et au contraire, interdiction formelle de toucher aux hardes, c'est-à-dire aux habits. En
encore une fois, le pouls de corps est à mon avis mal nommé, c'est un pouls de vêtements au contact du corps. On parle bien d'hygiène vestimentaire en réalité. Et donc ce pouls de corps que vous voyez là, qui est magnifique, transmet donc plusieurs microbes très pathogènes de l'homme. Rickettsia prowazekii est l'agent du typhus mortel de l'homme. Borrelia recurrentis est un agent de fièvre récurrente sévère. Bartonella quintana, comme je vous l'ai dit, est un agent de maladie infectieuse chez l'homme, éventuellement mortel sous forme d'endocardie. Acinetobacter baumannii n'est pas encore extrêmement clair, mais c'est très probable. Et puis donc on a ajouté un truc de plus, qui est que c'est un vecteur de la peste dans le monde contemporain. Alors ces poux sont connus depuis longtemps. Si un vieux peigne est utilisé pour épiler non pas les vêtements, mais les cheveux, bien sûr. Et puis voici, vous reconnaissez peut-être le propriétaire des mains, c'est Didier Raoult, qui est en train de chercher des poux, non pas dans la tonsure, comme le chantait le regretté Georges, mais dans du sable collecté, notamment par Michel Signoli à Vilnius. Ce sable est très précieux, c'est le sable de 1812. Retraite de Russie, Napoléon rentre avec les débris de la Grande Armée depuis Moscou vers Paris. Il s'arrête en chemin à Vilnius, enfin pas lui d'ailleurs, mais une partie de ce qui reste de la Grande Armée s'arrête à Vilnius, et quelques siècles après, on accède au sol des fosses de Vilnius dans lesquelles les soldats de la Grande Armée ont été enterrés. On retrouve, pardon, Didier Raoult retrouve ça, des poux de corps, et donc voilà ce qu'il retrouve, et donc on retrouve des poux de corps, et là-dedans, à nouveau, on retrouve Bartonella quintana. Pour dire qu'on a, si on s'en donne les moyens, une capacité à retrouver ces ectoparasites dans les sédiments qui entourent les corps, les squelettes, les cadavres, là en l'occurrence, donc c'est une époque un peu plus récente, c'est les restes de la Grande Armée de Napoléon à Vilnius au retour, histoire terrible que l'on n'a pas le temps de détailler. Donc voilà les coups. Pour terminer mon histoire, si on retourne à notre grand Saint-Antoine, qu'est-ce qu'il avait fait comme périple avant d'arriver à Marseille le 25 mai, en réalité, le 25 mai 1720, ben, vous voyez, il avait fait bien sûr un trajet aller, que je n'ai pas fait figurer, et puis il a fait un trajet retour. Vous voyez, il était parti en 1719 de Marseille pour faire son trajet aller, et puis il revient, hein, c'est comme partir sur la Lune ou sur Mars, là, hein, ça demande des mois et des mois. Et donc on revient, il visite ça, là il y a de la peste à Damas, il fait ça. Où est-ce qu'il a attrapé la peste, ce grand Saint-Antoine? D'où elle vient cette peste? Cette peste qui a probablement s'est répandue, probablement en grande partie du fait des... Eh bien, donc on pense que cette peste, elle vient effectivement de l'Est, systématiquement, et vous avez ce travail, qui est un travail purement de modèle, je l'ai mis pour dire. C'est un modèle, c'est que des modèles. Donc les gens ont modélisé ce qui a pu se passer, et donc le résultat du modèle, comme ils le disent très bien, c'est des pulses qui viennent des plateaux orientaux, puis régulièrement, tous les 20 ans, l'Orient pulse un Yersinia pestis vers la Méditerranée, vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord. Et voilà, c'est une hypothèse. Et puis, évidemment, il y a des gens qui disent non, c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas du tout de pulse régulier. La peste s'est bien installée de façon durable en Europe. Alors pourquoi ils peuvent dire ça? Parce qu'une des caractéristiques très très curieuses de cette maladie de peste est de fonctionner en foyer. Il y a des foyers de peste dans le monde, je vais vous les montrer immédiatement. Ces foyers, pourquoi j'ai mis la peste d'Albert Camus? Pas simplement parce que c'est écrit la peste, parce que ce roman politique, philosophique est basé sur une histoire vraie, qui est qu'en effet, il y a eu une épidémie de peste dans les années 1940 à Oran. Et pourquoi je l'ai mis? Bien parce que 60 ans, jour pour jour après, la peste réapparaît à Oran. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'illustration de ces foyers de peste. Il y a des régions du monde dans lesquelles, très précisément, la peste est là et revient de façon, non pas régulière, mais de façon épisodique. Pas périodique, mais épisodique. De temps en temps, ça revient. Et donc, pour aller vite, qu'est-ce qu'on a montré dans le laboratoire? Eh bien, on a montré qu'un élément d'explication des foyers de peste est que la bactérie Yersinia pestis est capable de rester dans le sol pendant des années, sans doute pendant des années et des années. Nous, on l'a fait sur un an. Et donc, c'est une bactérie, en réalité, qui reste vivante, virulente, dans le sol. Vous revenez un an après, elle est toujours là, tout va bien. Et donc, on a ajouté un élément de plus sur le schéma qui se complique un petit peu. Non seulement il y a une possibilité, vous voyez, de transmission par des ectoparasites d'hommes qui vont donner le caractère épidémique flamboyant à cette maladie, mais en réalité, ça part du sol, et le schéma actuel, c'est que certains
micro-mammifères fouisseurs qui font des terriers, vont aller se contaminer sur du sol lui-même contaminé. C'est particulièrement vrai pour les fouisseurs feignants, comme les marmottes, parce que les fouisseurs marmottes, au lieu de faire un nouveau terrier, vont en fait déblayer le terrier du grand-père. Et donc c'est très très bien, le grand-père est mort de la peste, son squelette est dans le fond de son terrier, il y a plein d'Yersinia là-dedans, et ce petit couillon de petit-fils marmotte va fouiller le même terrier, va se retrouver dans la chambre mortuaire et se contamine instantanément avec Yersinia pestis qui est là et qui attend. Donc c'est une bactérie tellurique en réalité. C'est pas étonnant. Et donc qu'est-ce que ça donne au Maghreb? Voilà un petit film que l'on a fait avec Nadia Malek qui reprend les épidémies décrites au Maghreb depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit ces foyers qui s'éteignent, qui reviennent. Je vous le repasse? Non, on n'a pas le temps. Et donc si on les plotte tous maintenant, on fixe sur une carte, ça donne ça. Et pour aller vite, parce que le temps presse, eh bien ce que l'on a commencé à comprendre un peu mieux encore, c'est que ces foyers de peste ne sont pas localisés comme ça de façon random dans la géographie du Maghreb, mais ils sont localisés de façon significative à proximité de points d'eau salée. Et donc on commence à progresser petit à petit dans la compréhension de ce qui se passe. Il faut qu'il y ait de la terre, mais il faut qu'il y ait de la terre qui soit en contact avec de l'eau salée. Et donc au Maghreb, oui, il y a tout un tas de points d'eau salée, et ça marche très très bien si vous reprenez les épidémies historiques. Une des plus belles épidémies a été investiguée au Maroc en 1941 par deux grands microbiologistes français qui étaient M. Blanc et M. Balthazar. Eh bien ces gens-là, en pleine Deuxième Guerre mondiale, ont investigué des épidémies de peste au Maroc, au sud de Marrakech, et ça marche très très bien. Le sud de Marrakech où ils ont investigué, c'est quoi? C'est le marché au sel. C'est tout le sel qui vient du sud et qui est vendu là, précisément à cet endroit-là. Donc voilà, pour vous convaincre. Et puis, pour évoquer un autre très grand nom de la peste et de la microbiologie française, c'est M. Mollaret, qui est décédé maintenant il y a à peu près une dizaine d'années, pasteurien. Et en réalité, c'est lui qui a montré le premier, c'est pas nous, c'est lui qui a montré le premier que la peste était capable de survivre dans le sol. Il vivait dans un modeste pavillon de banlieue, et donc il avait fait tout simplement ce qui était faisable dans les années 60. Il avait foutu la peste au fond du jardin, et puis tous les ans, il retournait au fond du jardin, et tous les ans, la peste était toujours là. Bon, aujourd'hui, je sais pas, enfin, on peut quand même le faire, mais bon, il faut le faire discrètement, quoi. Alors voilà de la peste avec du sel, Yersinia pestis. Et donc, vous voyez, la peste, les colonies de Yersinia pestis sans le sel, les colonies de Yersinia pestis avec du sel. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus petit. Donc, il y a un changement dans la morphologie des colonies lorsque la bactérie est exposée au sel. Et d'ailleurs, il y a un changement dans la morphologie de la bactérie elle-même, non seulement de ces colonies, mais de la bactérie. Et pour aller vite, on obtient ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme L d'une bactérie. Ça, c'était des choses qui étaient très travaillées dans les années 70. Ça intéressait beaucoup les gens parce que c'était des formes de bactéries sans peptidoglycane, et donc ça les intéressait, c'était résistant à la pénicilline, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui ne sont plus travaillées du tout, à mon avis, à tort depuis 40 ans, 30 ans, et c'est bien dommage, mais en tous les cas, ça existe. De temps en temps, les bactéries, au lieu d'avoir la forme bacillaire habituelle, eh bien, elles prennent cette forme de petit ballon, et il se passe des choses. Alors, il se passe quoi? On ne sait pas tout. On a commencé à décrypter que, vous voyez, le Malvitov change, l'expression, si on fait un transcriptome de ça, ça change. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent. On voit bien d'ailleurs que ce qui bouge, c'est des choses qui sont à la membrane. Il y a des porines qui s'éteignent, il y en a d'autres qui s'allument. Donc on voit bien que naturellement, la bactérie, elle s'adapte au fait d'être au sel. Dans tous les cas, elle y arrive, elle s'adapte et elle est là. Et donc quand on va réinvestiguer les foyers récents, là, dans les 10 dernières années, des quelques micro-épidémies de peste qui ont lieu, par exemple, en Algérie, et donc ça c'est Idir Vitam qui a réalisé ça, eh bien voici Idir Vitam, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Donc voilà ce que ça donne, et donc voilà les foyers de peste. Et donc ça c'est du sol salé, et moi ce qui m'intéresse maintenant, ce qu'il faut que je travaille, c'est ça. Il y a des plantes qui poussent là-dedans, il y a des plantes qui arrivent à pousser en présence de sel, bien sûr, on le sait, il suffit d'aller à côté en Camargue. La même photo prise, vous voyez, au Kurdistan. Kurdistan, c'est pareil, c'est des points de terre qui sont à côté de points d'eau salée. Et vous voyez, les terriers, ça a été démasqué là, les terriers creusés par les fameuses marmottes dans le sol salé
en Kurdistan en 1963. Ça, c'est Balthazar aussi, travaux de Balthazar quand il était directeur de l'Institut Pasteur à Téhéran, en Iran. Donc voilà un nouveau, là. Donc voilà, c'est ça le foyer de peste actuellement. Et donc, ce sur quoi il faut qu'on travaille maintenant, ce qui reste à faire dans les prochaines années de mon point de vue, j'ai oublié de le marquer, mais de mon point de vue, les épidémies modernes doivent pouvoir finir d'éclairer les épidémies anciennes. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur lui maintenant. Les camélidés, cher à Christian Cambillot, eh bien ces camélidés, en réalité on sait depuis longtemps qu'ils ont quelque chose à voir avec la peste. Ce qui est écrit actuellement, c'est que la peste elle a suivi la route de la soie. Je pense que ce n'est pas la route de la soie, de mon point de vue, c'est la route du sel. Simplement, il peut y avoir une confusion entre le fait qu'on transporte de la soie et du sel. Et donc, probablement, effectivement, avec les camélidés, c'est connu depuis longtemps, on sait que ces camélidés sont plus ou moins sensibles à la peste, c'est un peu compliqué, mais certains le sont. En effet, c'est quelque chose qui est investigué, et c'est quelque chose qui est d'autant plus investigué que les dernières épidémies qui sont décrites en pratique au Proche-Orient actuellement, qui sont plus ou moins bien décrites, mais enfin, vaguement rapportées au Proche-Orient, ce sont en réalité des pestes, cette fois-ci, cervicales, ganglions cervicaux, ou des pestes œsophagiennes, qui sont toutes liées à la consommation de viande de chameau qui était insuffisamment cuite. L'histoire étant que le chameau meurt, il meurt de peste, et comme j'ai compris, moi, que le chameau était un animal précieux, à la fois sur le plan symbolique et à la fois sur le plan pécuniaire, eh bien on n'enterre pas, on n'abandonne pas comme ça un chameau qui vient de mourir lorsque l'on est une population nomade qui utilise encore en 2016 les chameaux. Eh bien, on consomme, la viande le d'épaisse, on est vraiment en contact avec lui, il est pestiféré, on est vraiment en contact avec lui, et on consomme la viande, et en particulier on consomme le foie. Et donc toutes les toutes petites épidémies récemment décrites sont toutes des épidémies qui sont liées notamment à la consommation de foie de chameau. Et je pense qu'on a là quelque chose à terminer de comprendre pour revenir à nos épidémies anciennes. Et donc ce que je voudrais faire maintenant avec mes collègues historiens d'anthropologie, c'est ça, c'est m'intéresser à effectivement aux épidémies anciennes en Afrique du Nord et aux routes du sel. Le Niger a été très très riche, a été un empire, un des empires les plus puissants et les plus riches d'Afrique au courant de notre Moyen-Âge à nous, en partie, pas seulement, mais en partie par le commerce du sel. Donc le sel a constitué, constitue toujours, mais a constitué une richesse extrêmement importante pour un certain nombre de pays, notamment pour des pays subsahariens, avec donc ces caravanes qui remontaient au travers du Sahara avec les chameaux pour aller vendre le sel, qui à Marrakech, qui sur le littoral, pour qu'il soit éventuellement même exporté au-delà sur l'Europe. Et donc je pense que c'est ce que l'on a à faire actuellement, c'est de travailler, si vous voulez, sur une autre voie d'introduction de la peste dans les populations, qui est une voie minoritaire, mais enfin quand même, qui est par voie digestive. Et si l'on se remet à la fois en époque moderne et sur les épidémies anciennes, il est possible, mais ça mérite d'être travaillé, que la voie digestive ait été une des voies d'introduction, en particulier via le commerce maritime, parce que je n'ai toujours pas très très bien compris en quoi le commerce maritime collait bien avec le schéma rats, puces et hommes. Je pense qu'il y a autre chose sur les bateaux, il n'y avait pas que des soieries, des rats et des puces, il y avait autre chose sur les bateaux, et il y avait notamment de la cargaison, et toute la cargaison était quand même conservée dans du sel. Donc voilà, ces travaux ont été faits avec tout un tas de personnes, mais simplement pour signaler, alors là je suis resté soft, parce que sinon c'était, je ne sais plus dans quel ordre il avait dit ça, de dire, lui c'était le bon, je ne sais plus où était la brute, c'était peut-être moi, je ne sais pas où Gérard, et le truand c'était Michel Signoli, enfin bon bref, on fait une association de malfaiteurs, mais en dehors de ça, c'est un exemple de travaux qu'on ne peut faire qu'à l'interface de différentes spécialités qui donnent, en tous les cas pour moi, du goût à ce genre de travail. C'est qu'on travaille avec des historiens, on travaille avec des anthropologues, on est plutôt réflexieux microbiologiste, et donc c'est en mettant les questions et les connaissances ensemble que l'on arrive à s'amuser finalement. Mais vous avez vu que ces amusements ne sont pas simplement gratuits parce qu'il y a des retombées dans notre laboratoire de ces travaux. La PCR suicide, on s'en sert pour le diagnostic. La MST, on s'en sert encore un peu quand même pour faire du typage de temps en temps. Donc il y a le fait de conseiller aux gens de faire attention avec les poux si on est en zone de peste. Donc il y a des conséquences extrêmement pratiques de ce genre de travail qui n'est pas un simple plaisir intellectuel. Je vous remercie de votre attention.
On a 2 minutes s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on libère l'amphithéâtre pour les étudiants. Merci. Michel, est-ce que vous avez regardé s'il y a une co-infection par... Tu as vu, j'ai réussi à placer Roquefort. Hein. J'ai apprécié. Est-ce que vous avez regardé s'il y a une co-infection par celui-là dans les... Oui, en réalité, donc, parmi les bactéries de la pulpe dentaire, celle que l'on retrouve le plus fréquemment dans les pulpes dentaires anciennes, c'est Bartonella quintana. Bon, ça c'est une autre question, c'est plus la peste, c'est une autre question extrêmement intéressante de mon point de vue, c'est effectivement l'histoire maintenant de l'infection des populations par Bartonella quintana. Et donc la bactérie qui est la plus fréquemment retrouvée, c'est Bartonella quintana. Bon, ça reste complètement à explorer, je pense qu'on n'a pas du tout commencé à réfléchir là-dessus, c'est à mettre en lumière avec ce que Didier dit bien, qu'il y a actuellement, là en époque moderne, un gradient nord-sud de Bartonella quintana, qui est que pour faire simple, il n'y en a pas dans le nord de l'Europe, et puis après, lorsqu'on atteint l'Afrique du Nord, on a des prévalences, je ne sais plus combien, Fadi tu le sais peut-être, mais enfin des prévalences qui sont de l'ordre de 20% et ainsi de suite. Donc ça c'est la situation moderne de Bartonella quintana, un gradient nord-sud de prévalence dans les populations, il n'y en a pas au nord, il y en a au sud, et si maintenant on regarde les échantillons anciens, là en Europe où il y en a peu actuellement, eh bien il y a 5 siècles on avait la prévalence actuelle de l'Afrique du Nord, on avait 20%. Donc la bactérie que l'on retrouve le plus fréquemment en Europe médiévale dans la pulpe dentaire, c'est Bartonella quintana, et encore une fois, la pulpe, c'est le sang. Ça veut dire qu'on avait une prévalence très très importante des infections à Bartonella quintana. Alors, en même temps, ce n'est pas très surprenant, on sait quand même qu'il est vrai que c'est une bactérie qui est quand même transmise de personne à personne par le bout de corps, et donc l'idée, bon, je n'ai pas le dit, mais enfin, l'idée c'est que les populations anciennes étaient vraiment infestées massivement par les poux de corps. Et je dirais de façon paradoxale, c'était tellement massif comme infestation que c'est paradoxalement très peu décrit dans la littérature, parce que je pense que c'était tellement évident pour les contemporains qu'ils ne le rapportaient même plus.